Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans un musée qui n'est pas vraiment un musée comme les autres dans le cœur des Belges en général, des Binchois en particulier. J'entends par là le musée international du carnaval et du masque de Binche. Et aujourd'hui, pour cette occasion qui est assez unique et en cette année qui est très difficile, puisque vous savez que le carnaval de Binche a été malheureusement annulé, du moins sous sa forme habituelle, nous sommes reçus par Clémence Mathieu, qui est la conservatrice de ce magnifique musée. Alors je la remercie vraiment de tout cœur de nous accueillir ici et de nous permettre de faire une émission de la pensée et les hommes dans un cadre qui est aussi resplendissant, avec un musée qui est à la fois pédagogique, à taille humaine, mais en même temps qui nous permet de faire vraiment le chemin du carnaval et le chemin aussi du masque. Lévi-Strauss aurait dit la voie des masques. Donc, bonjour Baudouin. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment heureux d'être ensemble avec vous ici à Binche pour célébrer d'une certaine manière le carnaval, même si ce n'est pas, comme je viens de le dire, un carnaval comme les autres. Alors, le carnaval, on en parle, on l'a vécu dans nos congés scolaires aussi. Pour beaucoup, ça évoque ces beaux souvenirs juste avant le printemps, comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, carnaval ? Eh bien, carnaval, ça vient du latin carnem levare, qui veut dire lever la viande. Et donc, ça fait référence en fait au carême, plus exactement. Et cette appellation date du Moyen-Âge, au moment où l'Église catholique a repris en main la gestion de ces rituels, puisque le carnaval, en fait, c'est un rituel masqué, païen, très ancien, qui prend ses sources au moins à l'Antiquité grecque et latine. Et vers le XIe, XIIe siècle, l'Église catholique a voulu mettre une mainmise sur ces rituels païens en les faisant correspondre au calendrier liturgique. Et donc, ils ont opté pour cette solution des jours gras, qui finalement sont des jours de bombance, juste avant le carême, qui est ce jeûne chrétien. Et donc, carnem levare fait référence, en fait, au carême. On dit parfois carême entrant, carême prenant, traditionnellement, pour ces jours gras. Et donc, ce sont des moments un peu d'entre-deux, où on peut faire la fête à l'excès. Il y a de l'ivresse, il y a des comportements aussi excessifs et inversés, et qui permettent d'une meilleure manière de recommencer le cycle de l'année. Donc, c'est vraiment le carnaval, un cycle de saison, et un peu un no man's land de l'année, où on peut se permettre des choses qu'on ne se permet pas en temps normal. Et donc, en fait, ce moment fonctionne un peu comme une soupape, si on veut, pour pouvoir mieux vivre l'année suivante. C'est aussi un moment où on attire à soi les bénéfices des dieux sur la communauté, sur la prospérité, où on examine le rapport de l'homme à l'animal, à l'autre, à l'économie, à la politique aussi, de manière plus moderne, à la nature sauvage, et donc à tout ce qui finalement fonde les communautés humaines. Donc l'intégration finalement de pratiques très anciennes, sans doute polythéistes, mais qui sont intégrés dans un contexte chrétien au Moyen-Âge. Et donc la fête est mobile parce que Pâques est mobile. Voilà. Puisque Pâques, si je me souviens bien, plus ou moins, c'est le premier dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. C'est tout à fait ça. Fête mobile. Et donc on calcule le carnaval comment alors par rapport à cette fête ? Donc je pense que c'est 40 jours. 40 jours. Et on a le mot létaré aussi qui apparaît, se voilà. Réjouir. C'est magnifique quand même. Donc ça veut dire une fête mobile dans notre calendrier et qui est une fête mobile qui tire son origine d'un monde polythéiste, d'un monde païen. Voilà, donc on a déjà des traces, par exemple, dans la Rome antique, de rituels, de festivités qui avaient lieu au cycle de changement de saison, donc plus ou moins de décembre à février. On a les Saturnales, notamment les Lupercales, qui étaient des moments festifs où on voit des inversions de rôle, où les maîtres deviennent esclaves pour le temps de la festivité. Oui, ça, ce sont les Saturnales. Et les Lupercales qui sont des fêtes de fécondité. Voilà, tout à fait. Puisque c'était des hommes déguisés en loups qui parcouraient les rues de la cité et on disait que si on touchait les jambes des femmes avec une petite baguette, dans l'année, elles seraient enceintes. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait vraiment ces stéréotypes dans les carnavals actuels et qui fait qu'on peut dire finalement qu'il y a une identité commune à toute l'Europe. Donc les rituels carnavalesques européens ont cette ère culturelle commune. Et donc par exemple, on a aussi dans la Grèce antique les Dionysiaques qui étaient des festivités en l'honneur du dieu
Dionysos, qui est le dieu du vin, voilà, le dieu de la vigne, où on voit des comportements d'excès de boisson, d'ivresse, etc. Et aussi des gens qui se promènent en cortège. Parce que Dionysos, c'est un cortège qui ramène depuis l'Asie jusqu'à la Grèce, et puis les sites que vous venez de très brièvement évoquer, chaque fois, il y a l'idée de cortège. Les citoyens se théâtralisent, au fond, se mettent en spectacle dans des cortèges qui déambulent dans les ruelles ou dans les rues par après de nos cités. Voilà, et donc il y a cette multiplicité de sens, comme je vous disais, notamment pour examiner finalement le rapport de l'homme à tout ce qui l'entoure. Ça peut être la nature, ça peut être les cultures, ça peut être la fécondité, la fertilité, et c'est aussi les démons. Et ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint un petit peu le sens d'Halloween. Donc on considère finalement que ces festivités sont des moments d'entre-deux, au cours desquels les enfers s'ouvrent. On considère en tout cas que les enfers s'ouvrent, et les démons, les mauvais esprits, les sorcières reviennent sur Terre pour la période du carnaval. Et donc on voit notamment dans les cortèges carnavalesques de nombreux diables. Ils viennent et ils sont là pour ennuyer, ils font du bruit en général, ils frappent les jeunes filles, donc il y a toujours aussi ce lien avec la sexualité. Ils essayent d'attraper les gens, de les noircir. Donc il y a tous ces jeux qui prennent part. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement encore aujourd'hui, au XXIe siècle, ces rituels continuent de persister. Et c'est fou parce qu'on se dit, finalement, parfois, on oublie même pourquoi on fait le carnaval. Et finalement, on a ce socle rituel et sacré qui est très ancien et qui est l'un des seuls socles traditionnels qui persistent encore dans le sens vraiment sacré du terme. Donc sacré qui veut dire qu'il nous coupe avec le monde profane finalement. C'est un changement de temps dans le calendrier. Voilà, tout à fait. Et donc bien souvent, on ne sait même plus pourquoi on continue de le faire, mais quand on creuse un petit peu le sujet, et c'est ce qu'on fait ici au sein du musée, c'est d'essayer de comprendre toutes les thématiques qui habitent les êtres humains, qui font encore ces rituels aujourd'hui. Alors, dans les imaginaires, il y a vraiment des carnavals qui sortent du lot. Bon, bien sûr, Solid Binge, qui est universellement connu aujourd'hui. Nous avons toute une série d'autres carnavals en Belgique, on songe à Malmedy, Stavelot, Eupen, Alost, Vielsalm, enfin bref, toute une série de grandes traditions carnavalesques. Et nos amis du Hainaut m'excuseront parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits où il se trouve aussi des carnavals de première importance ici, dans cette région. Mais il y a aussi d'autres régions dans le monde. Vous avez presque dépeint le carnaval comme un phénomène qu'on pourrait presque dire universel. Enfin, phénomène universel, mais qui ne se déroule pas partout. Alors pourquoi est-ce que, c'est la question qui tue évidemment, pourquoi est-ce que dans certaines régions, cette tradition carnavalesque s'est maintenue ou a été créée et dans d'autres pas ? Alors, comme je vous disais, pour moi, le carnaval est vraiment un phénomène européen. Donc, on est dans une ère géographique européenne où on voit ce type de rituel qui se développe probablement au moment de l'Antiquité, même peut-être avant ça, et qui subsiste. Et donc, on a toutes ces similitudes qui se retrouvent de carnaval en carnaval à travers l'Europe. Et puis, évidemment, les carnavals européens se sont exportés dans les colonies, notamment en Amérique latine. Et donc, ce qui se passe, c'est que, évidemment, il y a certaines régions qui ont plus adhéré à ce rituel que d'autres, mais on a quand même une répartition relativement claire et relativement cohérente finalement des carnavals à travers l'Europe. On peut en retrouver, en tout cas dans tous les pays, il y en a. Il n'y a pas un seul pays où on va se dire « Ah non, là on n'a pas du tout de tradition carnavalesque ». Dans chaque pays, on a des traditions carnavalesques. Ah oui, donc vraiment, ce qui se passe, c'est que de village en village, on voit des différences. Il y a des villages, parce que voilà, on ne sait pas en avoir partout, mais il y a vraiment quand même une cohérence géographique qui est relativement intéressante, même et encore de manière plus prégnante dans des régions rurales comme les Pyrénées et des régions très reculées, où finalement c'est un phénomène qui est encore très ancré dans les racines des communautés humaines et qui a rapport vraiment avec quelque chose qui vibre au plus profond de soi. Et aussi rapport à l'identité des communautés. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois c'est un phénomène qu'on pourrait dire universel par rapport à l'Europe, donc c'est un phénomène européen, mais il y a chaque fois des spécificités de communauté en communauté qui fait que la communauté va s'identifier à cette tradition et cette tradition va être vraiment très fortement liée à son identité propre. Et dans tous ces carnavals différents, est-ce que vous remarquez qu'il y a à chaque fois une contestation du politique ?
ou bien une mise en perspective de l'autorité politique. Bon, il y a certaines villes où on parle du prince carnaval, donc il se substitue à l'autorité locale. Il y a d'autres villes où finalement, les chars notamment, mettent en scène une caricature du politique qui parfois d'ailleurs fait polémique encore aujourd'hui, et je dirais peut-être même surtout aujourd'hui. On songe à certaines vues du carnaval d'Alost, etc. Donc, cette contestation du politique qui remonte à l'Antiquité, au Saturnal dont vous parliez, où l'esclave joue le maître l'espace d'un moment, est-ce que vous pensez que c'est un dénominateur commun ou c'est spécifique à certains carnavals ? Alors en fait, comme de nombreux dénominateurs communs, ils sont communs à certaines des traditions européennes, mais pas systématiquement à toutes. Parce qu'on a de nombreuses thématiques, comme je vous disais, on a le lien homme-animal, on a le lien avec la sexualité qui est examiné dans les carnavals, on a le lien avec l'autre étant l'étranger, on a le lien en effet à la politique, à l'économie, aux cultures, à la fécondité. Donc il y a en fait toute une série de thématiques qu'on peut identifier et qu'on ne retrouve pas partout de manière identique, mais qui se retrouvent en effet entre différentes traditions carnavalesques. Donc c'est un dénominateur commun. On n'a pas attendu l'époque d'aujourd'hui pour être critique. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est très vraiment... bien, ça fait partie de l'humanité. Voilà, et ça fait partie du but de ces traditions carnavalesques, c'est vraiment de pouvoir justement faire, comme je vous disais, un peu une soupape. Aussi, il y a des personnages qui servent de bouc émissaire pendant ces carnavals, comme les fameux bonhommes hiver ou bonhommes carnaval qu'on brûle sur le bûcher, finalement sur lequel on rejette toutes les fautes de la communauté. Et c'est une manière aussi, comme quand on critique la politique ou l'économie, de se relâcher et de pouvoir se dire, eh bien voilà, maintenant on recommence l'année sur de bonnes bases. Une purification, une catharsis, pour employer un mot un peu pompeux, mais une collective. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment un rituel de fin de cycle et de renouvellement de cycle des saisons, en fait. Alors, derrière vous, un Gilles, je crois que tout Belge le reconnaîtra, et aujourd'hui, un peu dans le monde entier, on sait ce que c'est un Gilles, même si les Gilles, si je tiens bien, ne quittent pas Binge, la confrérie des Gilles, jamais. Alors c'est très impressionnant. Alors vous allez nous faire découvrir, je crois, on est Binchois ou on n'est pas, la voix du Gilles. Bien sûr. Eh bien, chère Clémence, nous y voilà. Alors je suis déjà inquiet, je vois déjà cette espèce de tube qui devrait être un chapeau. On m'a toujours dit que c'était en plume d'autruche. C'est impressionnant, le chapeau seul fait déjà presque peur. Et puis alors ici, qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous avez découpé un Gilles en petits morceaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement? Parce que vu comme ça, tout paraît presque énigmatique. Oui, alors c'est fait exprès, je vous rassure. Et c'est juste ici pour la section du musée qu'on a fait ceci. Donc en effet, on a décomposé un costume du Gilles pour pouvoir l'expliquer un petit peu mieux et comprendre finalement quelles sont les origines du costume. Alors en fait, on peut distinguer 3 grands temps dans l'évolution du costume. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la ville de Binge s'est formée en tant que bourg au XIIe siècle, et les traces qu'on ait les plus anciennes du carnaval de Binge, d'un carnaval en tout cas à Binge, datent du XIVe siècle. Donc en 1394, on a une mention de commande de chandelles pour la nuit des Caresmio. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on sait qu'à cette époque-là, il existait un personnage qui était un personnage rural, archaïque, vraiment au sens propre du rituel, qui était là pour célébrer la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc un paysan, finalement. Voilà, on ne sait pas en fait à quoi il ressemblait. On n'a pas de traces dans les archives de ça à quoi il ressemblait. Ce qu'on sait, c'est qu'il avait probablement déjà une ceinture de cloche. Ça, c'est la pertintaille, si ma mémoire est bonne. Voilà, ça, c'est la pertintaille. Donc, la ceinture de cloche, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un élément commun au carnaval européen. Comme je disais tout à l'heure, ça fait vraiment partie de l'ère géographique et culturelle européenne au niveau des carnavals. On a ces cloches. Donc, les cloches sont là pour faire du bruit, réveiller la terre, réveiller le printemps. Chasser les esprits, peut-être. Chasser les esprits également. Alors, les sabots, qui sont ces chaussures de bois, qui sont vraiment des chaussures finalement qui étaient portées par des fermiers ou des personnes du coin ici. Pour l'époque, c'était traditionnel. Pour l'époque, c'était tout à fait traditionnel. Donc, sont portés aux pieds du personnage en fait, il martèle le sol de sa cité avec ses sabots. Donc, de nouveau, pour réveiller la terre, chasser les démons, faire du bruit.
Et alors, le troisième élément du rituel, c'est ce ramon. Donc, c'est ce qu'on appelle un ramon. C'est en fait un fagot de brindilles de bois qui à l'origine est un balai et qui s'est raccourci au fur et à mesure du temps pour devenir ce petit élément qui fait à peu près 30-40 cm de long. Et ce balai, en fait, c'est de nouveau un élément qu'on retrouve dans les carnavals européens et qui sert à chasser l'hiver, chasser les démons. Du côté de nos Ardennes, les macrales de Vielsheim, elles ont toutes le les balai. Sorcières avec ces balais, voilà, exactement. Et donc ce n'est pas le balai dans le sens maléfique de la sorcière, c'est chasser ce qui est mort et on va vers le renouveau, c'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Et alors voilà, donc ça c'est les trois éléments vraiment les plus archaïques du rituel. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'au XVIIe siècle, à peu près... Donc, vous nous dites que ces éléments-là, déjà au XIIIe siècle, on les a identifiés dans la tradition. En tout cas, on suppose qu'ils étaient là par déduction avec justement la comparaison avec d'autres carnavals en Europe, où on sait que ce sont vraiment des éléments du rituel païen, ancestral, carnavalesque. Alors, au XVIIe siècle, ce qui se passe, c'est qu'il y a sur ce personnage un autre personnage qui vient se surimposer, qui s'appelle le Gilles. Alors, le Gilles, c'est un personnage de la Commedia dell'arte. C'est un zani, en fait, un bouffon. C'est un personnage secondaire qu'on connaît très peu, mais la Commedia dell'arte, c'est ce théâtre de tréteaux italien qui va voyager à travers toute l'Europe. Et finalement, on a, par exemple, l'Arlequin et le Pierrot, qui sont les personnages les plus connus, qui versent de la Commedia dell'arte dans le carnaval. C'est le moment où le théâtre, finalement, se distingue de l'horizon religieux où il était au départ, à savoir une mise en scène des mystères, et qui devient un théâtre au sens profane du mot. Voilà, c'est ça. Et par le fait qu'il bougeait à travers toute l'Europe, avec des troupes de théâtre ambulantes, finalement, les personnages vont être transférés du théâtre de la Commedia dell'arte dans le carnaval. Et donc, les plus connus, comme je vous disais, sont Pierrot Arlequin. Donc, il va y avoir un mélange, alors. Il va y avoir un mélange. Notre personnage pas très connu, rural, va se superposer avec un personnage qui s'appelle le Gilles, qui est un bouffon. Il perd son caractère bouffonnesque en arrivant à Binche, et c'est juste le costume qui est un costume de toile de lin, qui est à l'origine toute simple, et une collerette, comme le Pierrot en a une collerette qui est faite à l'origine en satin et de plissé et en dentelle. Et Binche est justement un centre de confection de dentelle. C'est pour un peu ironiser sur la fraise qu'on portait au XVIe Non, pas du tout, non. C'est juste un élément du costume décoratif typique de la Commedia dell'arte. Alors, la troisième période, c'est le XIXe siècle. En 1830, la Belgique se forme comme pays. Et à ce moment-là, on vient surimposer au costume en lin ces éléments de feutrine de couleur noir, jaune, rouge, donc de la couleur du drapeau belge, et les lions qui sont notamment qui se retrouvent sur le blason de la Belgique. Donc, vous pouvez voir que le costume prend sa forme à ce moment-là, et également le masque et le chapeau qui datent du XIXe siècle. Donc, le masque, en fait, il représente un homme bourgeois, et c'est un masque qui est en vogue aux environs de 1900 dans le nord-ouest de l'Europe. Donc on le retrouve par exemple en Suisse sur un support en bois, à Nice en France sur un support en treillis métallique. Et ici, à Binche, il rencontre son succès parce que Binche est une ville relativement bourgeoise à l'époque. C'est une ville qui se démarque par des maisons de confection de textiles, notamment, et la dentelle dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc à Binche, il est sur un support en toile de coton qui est pressé à chaud et puis qui est trempé dans de la paraffine. Ce qui fait que, vous voyez, il est assez fragile, il s'est ici d'ailleurs déformé un petit peu. Et donc, après, en général, une utilisation, le Gilles le change. Et on les fabrique à Binche. Et il est fabriqué à Binche ici depuis les années 70. En fait, auparavant, il était fabriqué en Allemagne et puis en France. Donc, il y a eu différentes usines de production de ces masques. Et quand l'usine française, dans les années 70, est passée au plastique, les Binchois se sont dit non, ça, c'est pas possible, on peut pas avoir des masques en plastique. Et un artiste binchois s'est mis à les refaire de manière traditionnelle. C'est très réussi et c'est fin quand on le voit de près,
Parce que de loin, on a un peu l'impression que c'est assez figé, mais de près, c'est très fin. Et ce sont des lunettes Voilà, ce sont des lunettes. Et donc, en fait, les lunettes, à l'époque, aux environs de 1900, c'était vraiment l'apanage de la bourgeoisie. Et c'est ce qui fait vraiment qui le distingue. Alors, il faut imaginer que le Mardi Gras à Binche, c'est à peu près 1000 Gilles qui dansent en rue avec ce masque, avec ce costume. Donc, les cheveux sont aussi cachés par un bonnet et une barrette. Et donc, on ne voit plus du tout l'identité des personnes. Et on a ces 1000 Gilles avec ces 1000 masques identiques. C'est tout à fait impressionnant. Il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans, Clémence, en vous entendant. La bourgeoisie, l'image que l'on a d'ordinaire, c'est justement les bourgeois aiment se démarquer des autres. Chacun aime bien montrer sa spécificité. Une maison n'est pas l'autre. Donc on essaye de se distinguer par rapport à son voisin et de briller davantage. Or ici, tout d'un coup, dans des confréries qui, d'un certain point de vue, je suppose, imitent le bourgeois et le tournent un peu en dérision, mais d'un autre côté doivent aussi progressivement être peuplés de bourgeois, tous les mêmes. Eh bien, c'est justement le but du carnaval, c'est d'aplanir toutes les différences sociales et de pouvoir vivre le moment rituel dans toute sa plénitude et qu'il n'y ait plus de distinction entre justement le maître, l'esclave, hein, on se disait tout à l'heure l'inversion des rôles, que tout ça disparaisse au profit du rituel en lui-même. Et donc, même si le masque représente un homme bourgeois et qu'on est dans une ville bourgeoise, et ça se remarque à travers les matériaux, oui, notamment le chapeau de plume d'autruche, qui est riche, qui est un élément riche, mais il n'y a rien à faire, tout est atténué au niveau des différences sociales. Donc on marque une certaine égalité entre les personnes, ou du moins une origine commune. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vraiment le but de ces rituels masqués, c'est d'aplanir tout ça et de pouvoir être un. Finalement, la communauté est une lors de son rituel. Il est vrai que la musique, même du carnaval, les Gilles qui martèlent le sol, etc., il y a un côté trans dans le mouvement. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Pas une transe désordonnée de vision nocturne, mais qui est une transe commune qui crée finalement ce sentiment d'unité. On le ressent très fort. On le ressent très fort parce qu'en effet, il y a les cloches et alors le Gilles, donc il frappe le sol de ses sabots et il est accompagné aussi des tambours. Donc un Gilles est toujours accompagné d'un tambour même quand il s'éloigne de son groupe et il fait vraiment binôme en fait avec le tambour au point que réellement, moi je le compare souvent à un chaman dansant, il est là vraiment pour célébrer la fin de l'hiver et c'est ce but commun qui rejoint toute la communauté et il rentre vraiment en transe parce que pendant 24 heures, il danse, il frappe le sol de sa cité avec ses sabots et il est dans une autre dimension. Alors, dernier point peut-être, c'est ces plumes d'autruche. On a beaucoup écrit là-dessus, le même et son contraire, je crois. Ça vient d'où ça ? Eh bien, en fait, c'est vrai qu'il y a des légendes qui disent en effet que ça viendrait des Incas, mais l'origine dit que ça viendrait des Incas, des festivités en fait qui avaient lieu lors de l'arrivée de Charles Quint ici à Binche en 1549. À l'époque, nos régions étaient espagnoles. Alors. Voilà, c'est ça. J'ai lu ça comme origine et puis j'ai lu que c'était contesté aussi. Alors, voilà. Je m'adresse à l'expert. En fait, Charles Quint avait sa sœur Marie de Hongrie qui avait bâti un palais ici à Binche. Oui. En 1549, il y a eu des grandes fêtes lors de la réception de Charles Quint ici et on aurait dit qu'il y avait eu des Amérindiens qui avaient accompagné Charles Quint lors de ces festivités et que c'est de là que date cette histoire. En fait, l'origine est identique, c'est-à-dire que les plumes viennent bien d'Amérindiens, mais du 19e siècle. Donc c'est nettement plus tardif. C'est nettement plus tardif. Ce qui se passe, c'est qu'au 19e siècle, on amène d'Amérique du Sud et d'Amérique latine des Amérindiens qu'on balade lors de parades et qu'on montre en fait comme des curiosités. Oui. C'était à la mode à l'époque. Vu d'un point de vue d'aujourd'hui, c'est vraiment sinistre. C'est très sinistre, oui, tout à fait. Et en fait, il y avait des parades, notamment une fameuse parade à Valenciennes qui s'appelle la Marche des Incas. Et donc, on a retrouvé des gravures de ces parades où on voit en effet des Amérindiens avec des chapeaux de plumes d'autruche sur leur tête et des chapeaux qui ressemblent fortement au tout premier chapeau des Gilles. Et donc, on pense qu'à un moment donné, au 19e siècle, comme c'était la mode, il y a quelqu'un qui a vu ça quelque
quelque part, peut-être à Valenciennes, et qui a ramené cette idée. Et donc le chapeau du Gilles, qui à l'origine était probablement un képi type militaire avec une plume ou plusieurs plumes de faisan, s'est transformé, voilà, a été magnifié en un chapeau de plumes d'autruche. Et à nouveau, à l'époque, ça signifie beaucoup pour Binche, puisque ces plumes viennent de très loin, d'Afrique du Sud, et donc ça signifie aussi la richesse de la ville, et c'est quelque chose de somptueux et d'assez faste, quoi. Ah ben c'est extraordinaire, quel paysage. Alors le 16e, le 17e, une petite incursion au 13e qui n'est pas rien apparemment, le 19e, donc les traditions s'empilent, elles vivent, et ça débouche sur cet extraordinaire costume du Gilles que vous nous avez ici un petit peu dépecé, mais on ne saurait inviter à venir voir les Gilles entiers. Voilà, parce que c'est aussi merveilleux d'être dans l'ambiance du Mardi Gras et d'avoir aussi cette distribution des oranges où on a ce don de nourriture et de pouvoir goûter cette orange magique presque. Ben, restons sur ce goût et passons à nos conclusions. Alors ben, nous voilà de retour, Clémence, après la découverte de cette voix du Gilles qui a quelque chose d'assez fascinant, hein, d'assez interpellant, même quand on n'est pas né dans ce type de tradition, comme c'est mon cas. Alors, je voudrais vous demander, finalement, dans la vie sociale, parce que bon, on voit maintenant très bien qu'il y a des confréries, il y a des gens qui vivent véritablement cette culture du Gilles, qui vivent cette culture carnavalesque, qui balisent leur année, hein, qui balisent leur imaginaire au fil des mois. Ce n'est pas uniquement le jour ou les jours du carnaval. Finalement, du point de vue social, quelle est l'importance pour vous de ce carnaval de Binche, mais vous pouvez évidemment extrapoler un peu à d'autres carnavals. Alors c'est très important au niveau de la communauté, de l'organisation d'une communauté. Donc évidemment c'est d'abord une communauté qui porte son carnaval. Et par exemple à Binche, on voit notamment une grande partie de la communauté prend part au carnaval, puisque ce ne sont pas seulement les Gilles qui font partie du carnaval, mais qui participent au carnaval, mais on a aussi les différents acteurs qui les entourent. Donc on a les musiciens, les artisans qui font les costumes encore à Binche. Donc il y a aussi toute cette transmission des savoir-faire, que ce soit au niveau des musiques, d'apprentissage finalement, des différents airs, etc. Au niveau des artisans, du savoir-faire traditionnel. D'ailleurs, il y a des instruments qui montrent bien ça, qu'il y a en même temps des confréries musicales, etc. Voilà, et puis il y a les femmes, il y a les familles qui sont autour de ces Gilles. C'est une question intéressante, les femmes, parce que on est dans une époque où nous prônons l'égalité, fort heureusement, mais dans la voie carnavalesque, on est toujours dans une logique, qui pour moi me semblerait plutôt une logique de complémentarité. Alors vous êtes une femme, vous êtes conservatrice ici dans ce magnifique musée. Comment vous voyez ça ? Eh bien, je vois ça en reliant le carnaval aux rituels masqués du monde entier, où on voit que finalement, à travers le monde, je dirais à peu près 99% des rituels masqués sont portés et interprétés par les hommes. Et en effet, c'est intéressant ce que vous dites parce que on est dans une complémentarité, c'est-à-dire que les femmes ne sont généralement pas effacées, elles sont là, mais elles sont plutôt porteuses des instruments du rituel ou accompagnatrices du rituel. Et alors, pourquoi le masque est-il en général porté par les hommes ? Eh bien, je pense qu'il faut vraiment se raccrocher au sens rituel. Et on est dans un rituel qui peut faire face à des esprits, ou incarner des esprits, ou des ancêtres, ou des diables parfois même. Et donc, et le carnaval se raccroche à ça. Et donc, finalement, cette incarnation peut être, ou ce dialogue avec les esprits peut être dangereuse. Et donc, traditionnellement, pour ma part, en tout cas, je pense qu'on voulait protéger les femmes qui, elles, doivent enfanter, qui sont responsables de la prospérité de la communauté. Ah, donc ce serait par rapport à l'invisible. Donc oui, une inquiétude par rapport aux effets potentiellement négatifs des esprits. Dans des esprits, dans un monde croyant. Et puis maintenant, c'est devenu évidemment davantage un usage ou une tradition. Voilà. Mais est-ce qu'il existe des femmes, ici, dans une ville comme Binche ou ailleurs, qui revendiqueraient le fait qu'il devrait y avoir une confrérie de Gilles féminin,
par exemple? Eh bien, c'est vrai que c'est de plus en plus, c'est un sujet d'actualité et qui revient chaque année, que ce soit à Binche ou ailleurs. Alors, à Binche, il n'y a pas encore eu un groupe de femmes qui ont revendiqué tel quel le fait de porter le masque du Gil. Elles se sont manifestées notamment en 2017, un groupe de femmes qui a voulu porter un costume lors du Lundi Gras. Elles s'appellent les Ladies et elles ont été acceptées par l'Association de défense du folklore et elles ont été intégrées au carnaval. Donc c'est aussi le propre d'une tradition de patrimoine immatériel qu'est un rituel masqué, c'est de pouvoir et de savoir évoluer avec son temps. Et donc bien sûr, quand il y a des demandes comme ça qui émanent de la communauté, je pense qu'il faut pouvoir les écouter. Et donc c'est ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas que la tradition se fige dans une dimension passée sous prétexte que c'est un socle de tradition et qu'on a peur de le changer. Il faut qu'il puisse bouger et changer. Mais ça me plaît beaucoup parce que, en guise de conclusion, finalement, ce que vous nous amenez, c'est une véritable définition de ce qu'est la tradition, c'est-à-dire un processus dynamique et non pas un processus statique, comme on le dit quelquefois. Voilà, c'est vraiment quelque chose de dynamique qui change. Et parce que si la communauté ne se retrouve plus dans le rituel qu'ils pratiquent, ça va se figer, ça va se scléroser et puis plus personne va s'y intéresser. Et c'est ça en fait le secret du pourquoi ces rituels sont encore aujourd'hui portés et transmis aux jeunes. On voit des jeunes qui ont 3-4 ans ici qui font le Gil et c'est beau à voir. Et pourquoi? Mais parce que la communauté s'identifie au rituel complètement et entièrement. Eh bien, chère Clémence, je peux vous dire que votre musée correspond exactement à tout ce que vous venez de nous dire. C'est un musée qui en même temps nous montre des pièces uniques sur le plan de la tradition carnavalesque et sur le plan de la voix des masques. Mais c'est un musée qui est extrêmement dynamique. Et donc je vous en remercie vraiment vivement parce qu'on est fiers, je veux dire, d'un certain point de vue, d'être de ce pays et de visiter ce musée, de se dire c'est ici qu'il y a un port de notre patrimoine. Merci à vous. Un grand merci à vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien voilà, c'était un voyage très rapide au pays du carnaval, un voyage qui nous a permis d'aborder le carnaval par une voie peut-être un peu intellectuelle, peut-être un peu conceptuelle, mais finalement qui nous montre que cette voie, elle est bien dynamique, elle est bien active, elle est pensée, et donc elle est bien une tradition vivante. À bientôt.